c'est une affaire préoccupante qui interpelle notre conscience collective, notre éducation collective et qui appelle alors à la nécessité d'une éducation politique et de la culture de la citoyenneté. Il faut saluer déjà le travail d'éducation politique que les différents partis politiques de part et d'autre font à l'égard de leurs militants, mais je pense qu'il faut fondamentalement faire ce qu'on appelle un déploiement général et qui sur l'ensemble des autres sphères de la couche socio-politique de notre pays, par exemple dans le milieu économique, dans le milieu financier et dans tout ce qui est ordre de métier. Parce que si nous en arrivons jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il y a réellement un problème de déficit criard d'éducation politique et de culture de la citoyenneté. Et je pense que c'est ce qu'il faut encourager, cette culture de la citoyenneté et cette éducation politique. Franck Massassi, face à la situation si préoccupante, on a eu quand même la réaction de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui franchement était surpris et franchement se demandait comment on peut parler de coup d'État dans l'entourage immédiat du chef de l'État. Et pour ne pas reprendre ces mots, dans la culotte, excusez l'expression, du chef de l'État. C'est regrettable que le doyen, notre pépé, notre aîné, et l'ancien président de la Cour suprême, M. Ousmane Batokor, puisse, dans son analyse, dans sa lecture, se confondre dans l'incitation, ou je dirais même dans la justification de ce qu'on appelle des coups d'État dans un système démocratique. En réalité, il faut, pour ce que j'ai suivi, lorsqu'il dit que ce sont des problèmes qui amènent à des échos de coups d'État, si nous comprenons, je pense que c'est quelque chose qui est très grave. D'abord pour la personne identitaire qu'il incarne, c'est vraiment très grave. Et il faut aller loin, il faut comprendre que l'essence même d'un système démocratique, c'est le problème. S'il n'y a pas de problème dans un système démocratique, ce système est un système mort. Ça veut dire que l'essence même du système, le fonctionnement d'un système réel, d'un système démocratique, ce sont des problèmes. Alors, ces problèmes ne peuvent pas appeler à des échos de coups d'État. Et mieux, vous me posez la question de savoir si ce qu'il a dit, est-ce que c'est bien ou bien est-ce que cela ne reflète pas un malaise dans le système politique qui nous gère en ce moment. Mais en réalité, vous savez, ce qui se passe en ce moment, c'est normal. C'est normal parce que nous sommes à une situation de fin de mandat du président démocratiquement élu. Alors, à partir de là, les malaises que l'aîné, notre PP, relève ici, sont en réalité l'expression des ambitions. Et l'expression de ces ambitions, c'est normal. Et que ce qui se passe, c'est qu'il y a deux chemins qui sont pris de part et d'autre. Il y a un premier chemin qui est pris par des personnes qui veulent développer leurs ambitions de façon légale, de façon beaucoup plus dans la légalité démocratique possible. Mais il y a certaines personnes qui préfèrent développer ces ambitions-là avec des moyens illégaux, je dirais, ou bien même des entreprises funestes et criminelles. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que les problèmes, est-ce que les malaises qui sont décriés, en fait, qui sont relatés par notre PP et notre doyen, M. Ousmane Batokor, est-ce que cela peut faire appel à des échos de coups d'État? Je dirais non et non dans un système démocratique. Mais comment on peut comprendre que des problèmes au sein d'un système de gouvernance puissent conduire des gens à penser à un coup d'État, si la thèse développée devrait quand même être plausible? Mais comme je vous ai dit, en réalité, ce qui se passe ici, et je le reviens sur ça, c'est beaucoup plus des questions, l'expression un peu des ambitions. Donc en réalité, il s'agit ici des personnes justement qui pensent que pour pouvoir exprimer leurs ambitions et pour avoir gain de cause, il faut passer par des moyens qui sont illégaux, antidémocratiques, et comme je l'ai dit, avec des entreprises funestes et criminelles. Et comme pour rentrer, rester dans la suite logique de ce qu'a dit le président de la Cour suprême, Jean-Eudes Mutope, président de OB 2026, est monté au créneau et a dénié toute existence de plan ou d'action de coup d'État à mettre à l'actif de Olivier Boucor et de Oswald Omeki. Il parle plutôt de complot
pour écarter ces deux messieurs de la course à la présidentielle en 2026. Qu'avez-vous à répondre à cela? J'ai suivi avec attention notre compatriote Jean-Eudes Mitokpe, et ce que je regrette, c'est déjà sur le format de sa présentation, parce que le compatriote, dans son essai politique de liberté d'expression, d'état de droit, de questions de démocratie, et plus déjà dans le format de son émission, et même en justifiant qu'il est présent au Bénin, a montré la jouissance de ces libertés qu'il lui-même a décrit dans sa sortie. Donc le format même de l'émission valide réellement qu'il n'y a même pas ces problèmes de liberté d'expression, ces problèmes d'état de droit, tout ce qu'il a pu décrier dans son essai politique. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que le compatriote, dans sa déclaration, a dit, comme vous venez de le dire, qu'il n'y a pas de coup d'État, mais qu'il y a eu de complot contre le peuple. En réalité, c'est grave, c'est inopportun. Et je dirais même que c'est malsain, cette déclaration, et c'est de sa part. Parce que... Qu'est-ce qui est malsain dans sa déclaration? Justement, c'est là où je viens pour ce que je sais. Donc pour lui, c'est qu'il faut déjà que nous soyons dans une situation chaotique, au point où déjà il va y avoir déjà un président, un régime militaire qui nous dirige, avec un président de transition ou un premier ministre de transition, probablement un des mis à cause, pour que le compatriote puisse admettre qu'il y a certainement coup d'État. Encore mieux que, pour ce que je sais, les infractions qu'on reproche ou auxquelles on inculpe, disons, les mises en cause, sont de trois sortes. Il y a complot contre l'autorité de l'État, blanchiment de capitaux, corruption de l'argent public. J'ai suivi une interview de Maître Paraïso, qui justement a nuancé réellement ces problématiques, ces infractions, à savoir le complot contre l'autorité de l'État et l'attentat contre l'autorité de l'État que nous qualifions de façon populaire de coup d'État. Au regard de cette interview, selon l'article 194 du Code pénal, l'infraction complot contre l'autorité de l'État est établie lorsqu'il y a réunion de trois faits. Il y a réunion de trois éléments. Il y a ce que nous appelons l'intention, ce que nous appelons les volontés concertées, et troisième chose, il y a ce qu'on appelle des éléments, les moyens matériels, à savoir moyens humains, moyens financiers et moyens stratégiques. La question que nous nous posons et que tout le monde se pose d'ailleurs, c'est une question de savoir qu'au regard de ce qui est mis sur la place publique, les éléments qui sont mis sur la place publique, est-ce qu'il y a complot contre l'autorité de l'État ou pas? Mais pour... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Laissez-moi. Pour l'ouvrier justicier épris d'un état de droit et de présomption d'innocence que je suis, travaillant sur ce chantier, c'est que il faut juste laisser la justice faire son travail. Laisser la justice faire son travail pour permettre de faire la lumière vraiment sur toutes ces allégations. Plus grave encore, le compatriote Jean-Eudes Mitokpe, dans sa sortie, a eu à affirmer certaines choses. Et comme quoi, que la CREAT n'est pas indépendante et que les juges de la CREAT sont à la solde du président de la République. Pour un ancien journaliste, ou du moins c'est un journaliste qu'il est, il n'est pas sans savoir ce que c'est que la diffamation ou l'outrage au magistrat. Il n'est pas sans savoir, et je pense que je me réjouis en tant que jeune acteur politique que notre jeune acteur politique puisse pouvoir prendre la parole, mais il faudrait vraiment que nous puissions travailler en faisant référence à l'éducation politique que j'ai mentionnée. Et je conseille vraiment humblement à notre compatriote de pouvoir vraiment savoir choisir les mots et savoir faire, parce que la question c'est est-ce qu'il a les preuves de ces allégations. Et pour finir sur ce sujet, vous savez que même il y a de cela quelques heures,
il y a 31 mouvements qui sont des collectifs de soutien de candidature, probable candidature d'un des inculpés, qui a fait ce qu'on appelle un plaidoyer à l'endroit et a demandé que la lumière soit faite aussi au niveau de la justice. C'est ça qui montre réellement que, en réalité, le compatriote est passé vraiment à côté vraiment des préoccupations. Et je lui conseille humblement, pour les prochaines fois, de pouvoir vraiment savoir choisir les mots, savoir choisir sa posture de sortie, parce que, vous savez, on est jeunes et nous devrions travailler réellement à pouvoir être pérennes dans l'environnement politique. Alors, le compatriote dont vous parlez, dans son adresse, a dit avoir déposé une lettre d'audience au chef de l'État depuis le 12 octobre dernier. Mais jusqu'à présent, il n'a rien reçu comme réponse. Est-ce qu'on pourrait espérer que le chef de l'État pourrait les recevoir, histoire quand même d'éclairer peut-être leur zone d'ombre? Le chef de l'État a son agenda, le chef de l'État a sa ligne. En son temps, le chef de l'État jugera de le recevoir ou pas, en fonction de son agenda et de sa ligne politique. Voilà. Alors, pour finir, représailles pour représailles, va-t-on le prendre sous l'angle des représailles qui ont démarré? Christelle Vondonoubo, qui publiquement a souhaité joyeux anniversaire à Olivier Bokor, vient d'être relevé de sa fonction en tant que directrice administrative de l'Union progressiste Le Renouveau. Est-ce qu'on peut voir ça sous l'angle de représailles? Pourquoi? Ou qu'est-ce qui justifie un peu comment dirais-je, cette sanction à son encontre? Mais c'est pour ceux qui disent ça, en réalité, qu'il y a représailles, c'est une affabulation. Une affabulation parce que l'acte de révocation porte en lui-même réellement les motifs de sa révocation. L'article 2 précise clairement les motifs de ce que notre camarade a eu à faire. Mais mieux, au-delà de ça, il faut juste saluer le parti Union progressiste Le Renouveau qui montre clairement que réellement nul n'est au-dessus de la loi et qu'au sein de ce parti, il règne la rigueur et la discipline. Et rigueur et discipline, et même tant au niveau de la vie militante qu'au niveau de la gestion administrative du parti. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer et encourager la haute direction politique. Donc pour ceux qui pensent que les motifs sont ailleurs, non. L'acte de révocation est clair et justifie clairement en son article 2 le motif de la révocation de notre camarade Christelle Vondonoubo. Mais en l'occurrence, quels sont les motifs? Pourquoi a-t-elle été révoquée? Comme je l'ai dit, tenons-nous réellement à l'acte qui a été signé. Merci beaucoup. Merci.